Salut Dany. Salut Alex! Alors Dany, je voulais changer un petit peu la game et pas briser la glace sur le passé, mais plutôt le présent. Tu ressors de plusieurs événements, un au Saguenay, un au Québec, à la rencontre de tes lecteurs. Quel est le message que cette longue file d'attente que j'ai pu voir pour avoir leur livre dédicacé, comment tu ressens ce mouvement nourricier que vous incarnez? Moi, je ressens que plus que jamais aujourd'hui, on a besoin de connecter entre nous, on a besoin de connecter avec notre alimentation, avec la terre, avec les écosystèmes, dans un univers où tout va tellement vite, puis des fois on se demande où est rendu l'essentiel. Tu sais. Moi, ce que ça m'a montré, c'est que on a envie de jardiner, puis ça fait partie de la solution un petit peu pour qu'on se sente mieux, pour qu'on se sente plus connecté, plus uni peut-être aussi. Fait que finalement, pour moi, la rencontre, pour moi, c'est un privilège, là, tout d'abord, là, tu sais, de pouvoir rencontrer tous les passionnés, tu sais, du jardinage qui ont des étoiles dans les yeux puis qui rêvent déjà au printemps. Fait que moi, je me sens vraiment privilégié, tout ça. Puis pour moi, notre livre, c'est juste un prétexte à la rencontre au final, puis à la rencontre, mais pas juste la rencontre entre nous et les passionnés, mais en fait, moi, j'ai envie de créer de la rencontre entre les passionnés, en fait, pour que tout le monde sentent qu'ils ont des voisins qui jardinent autour, puis avec lesquels ils peuvent interagir, ils peuvent communiquer, ils peuvent s'échanger de l'aide, ils peuvent s'échanger des légumes, ils peuvent s'échanger des coups de main à différents moments. Fait que c'est pas, je sais pas, je pense en fin de semaine, j'essaie encore de tout mettre de l'ordre dans ma tête avec tout ça. On était à la fête des semences de Québec, comme tu disais, Alex. Mais pour moi, c'est juste un rappel de l'importance de mettre de l'avant le jardinage comme une solution à plein de maux qu'on vit individuellement, mais aussi collectivement. J'ai rencontré plus de gens qui jardinaient déjà que de débutants. Des fois, les débutants, ils ont tendance la flamme a tendance à s'éveiller un peu plus tardivement, tu sais, quand les signaux du printemps sont plus clairs, quand la neige fond, puis qu'on commence à sentir le soleil sur notre peau, là. C'est comme s'il y a des phases là, d'initiation là, pour, pour la flamme. Mais là, on était comme en présence des gens avec qui la flamme elle brûle le plus. Ce qui était comme une grande réunion de famille, là. C'était vraiment super. Vraiment apprécié l'expérience. Vous avez bien choisi votre timing pour la sortie du livre, mais si je peux me permettre, selon moi, c'est vous qui avez apporté le printemps avec toute la pré-campagne de la Ah sortie ben, du livre. ben oui, puis tu sais, c'est vraiment un bon timing, puis en même temps, tu sais, c'est tellement hors de notre contrôle. C'est-à-dire que, bon, on travaille avec une maison d'édition, puis finalement, les calendriers sont décidés d'avance, mais c'est tellement le meilleur moment pour le sortir, là, effectivement. Puis nous, ben, on s'est donné la peine là, de, de créer un peu tout cet engouement là, qu'on a fait à travers la précommande de notre livre. On voulait créer quelque chose d'unique. En fait, puis bien souvent, tu sais, quand on a un livre, tu sais, je veux dire, certainement que les gens qui nous écoutent, là, qui jardinent, ont plus qu'un livre de jardinage dans leur bibliothèque, hein. Bien Mhm. souvent, on en a quand même plusieurs. Mais, tu sais, à travers le processus de création du livre, ce qu'on souhaitait, c'était que ce soit un outil, tu sais, durable, en fait, mais un outil que tout le monde utilise pour vrai, là, tu sais. Que les gens, ils l'amènent au potager, puis que les gens, ils prennent des notes dedans, puis que, tu sais, ils se salissent, puis tu sais, comme ça soit vraiment, là, il y a la binette, puis il y a le livre, là, tu sais, puis on l'échappe par terre, puis c'est correct. Mais on voulait vraiment que les gens l'utilisent. Fait que là, à travers l'idée de la précommande, on voulait aussi créer d'autres. Parce que notre force à nous, c'est la création aussi, c'est de contenu pédagogique. C'est la création de contenu pédagogique, puis bien souvent à travers le format de la vidéo. Fait qu'on s'est dit qu'on voulait créer également une courte formation qui venait accompagner le livre, puis qui allait faire le pont entre le potager et le livre, pour aider les gens à non seulement le lire, parce que tu sais, quand on met tout cet effort-là sur quelque chose, on veut que ça serve. Si il reste sur la tablette, tu sais, ça sert à moitié l'objectif. Fait que là, on voulait comme créer d'autres éléments qui venaient comme enrober puis venir englober le livre. Puis donc, on a créé une formation qui s'appelle l'accélérateur du potager abondant, qui Mhm. vient plonger encore plus profondément dans certains des chapitres pour les amener avec un autre œil, un autre regard,
et qui finalement un peu prend la main des gens pour qu'ils lisent les chapitres les uns après les autres. On va revenir sur les grands piliers du livre et donc de la méthode. Et là, tu as nommé la formation vidéo complémentaire. Enfin, tu es un peu obligé de dire pour ceux qui n'ont pas acheté la précommande où est-ce qu'ils peuvent la trouver ou c'est fini? Oui, ben, c'est sûr, là. Ben, non, non, c'est pas fini parce que c'est une belle formation. Ben là, c'est présentement, on est encore en train de ramasser, faire le post-événement, mais éventuellement, elle va être accessible à travers notre site Internet, là, sur notre plateforme, à travers notre site Internet, on pourra se la OK. procurer si vous n'avez pas fait l'achat du livre à travers la précommande. Mais avant de basculer vraiment sur le contenu du livre, j'aurais aimé qu'on parle très brièvement de la partie entrepreneuriale de votre aventure et Mhm. heu et notamment écrire un livre au travers une maison d'édition populaire. Vous avez cru dans la prévente plus que la moyenne. Avez-vous douté à un moment que le livre, ça allait pas être le bon format, pas le bon timing, pas le bon. Absolument. Beaucoup de doutes, oui, certainement. Ben, je pense qu'on a douté tout au long du processus de création de ce livre-là, à partir du moment où on a décidé d'écrire un livre, là. Tu sais, on sait qu'on est en mesure de créer, d'enseigner, tu sais, ça, on l'a fait, puis ça a aidé les gens, puis on a eu beaucoup de feedback de gens qui apprécient notre manière d'enseigner. Donc, on n'avait pas de doute sur notre capacité à enchaîner des idées cohérentes là, dans un livre, puis de créer un truc, mais il reste que quand tu le fais, tu es toujours rempli de doutes, là. Donc là, tu sais, le doute a fait partie Mmh. de tout le processus, là. Après ça, même le choix des photos. Tu sais, nous, on a pris des photos, ça fait des années qu'on prend des photos dans notre potager. Toutes les photos dans le livre, c'est des photos originales faites dans notre potager. Il n'y a aucune stock shot. Ben, c'est pas vrai, il y en a une stock shot, en fait. C'est une photo de tracteur. Mais puis après ça, on a fait faire des illustrations. Puis tu sais, c'est comme chaque étape, chaque morceau, c'est tout un processus. En fait, c'est le livre, ça, on se l'est fait demander beaucoup là, dans le passé si on allait sortir un livre un jour. Puis là, en fait, là, on avait le choix de prendre l'option un peu conservatrice, là, de dire, ah, petit train va loin, puis advienne que pourra, ou all hands on deck, là, comme on aime bien dire. Là, tu sais, tout le Mmh. monde, toute l'équipe, c'est ça le focus, puis on met les efforts maximaux à cet endroit-là. Puis donc, c'était comme un pari qu'on a pris. Puis finalement, ben, ça a vraiment bien fonctionné. Fait qu'on est vraiment content. L'entrepreneuriat, c'est de mettre de l'avant des projets, de faire des choix qui sont des fois difficiles, puis ensuite de l'assumer jusqu'au bout, puis de mettre tous les efforts pour que ça fonctionne. Mais avec la précommande de notre livre, c'est un peu ça qu'on a fait, là. C'est ça qu'on a fait. Puis finalement, ça a été un immense succès. Fait qu'on est juste vraiment content, là. A posteriori, c'est facile là, de dire c'était la bonne décision, mais quand on l'a pris initialement, moi, j'ai beaucoup. C'était pas toujours évident. Valérie, Et est-ce que c'est passé? Yes, sir. Merci. ouais, j'allais dire, qui est-ce qui dit ça? Si c'est Bouchard, ça compte pas, hein. Mais Bon. merci Valérie pour ton commentaire qui dit que c'est vraiment un beau livre. En fait, je te trouve humble parce que vous avez battu les records, si je ne me semble, de la prévente sur une grande maison d'édition. Alors, comme cette intervention, elle est aussi sur le thème du mouvement nourricier qui se passe derrière, la sortie de votre livre, il y a quand même un message fort, autant sur, la qualité de bien sûr tout ce que vous faites au sens large, c'est absolument incroyable, mais aussi la communauté qui répond: «Oui, on veut de Ben, ça». tellement. Tellement, il est là le message pour moi, c'est que, tu sais, et puis bon, un des enjeux, c'est les enjeux d'impression. Donc, à travers les doutes qu'on vivait, moi, j'ai dû convaincre comme toute la maison d'édition, à maintes et maintes reprises, de toute l'équipe, tu sais, puis ils sont super, là, hein, les Éditions de l'Homme, là, une super équipe, là, vraiment Mmh. heureux de travailler avec eux. Mais il reste qu'on a eu plusieurs discussions sur nos objectifs de vente de livres, puis tout le monde nous disait, ben oui, OK, mais savez-vous que personne n'a jamais fait ça? Tu sais? Savez-vous que le record absolu, c'est, bon, 5000 copies, puis la moyenne, c'est plus comme 500. Puis là, vous dites que vous voulez en vendre comme 7000, tu sais, puis c'est comme, c'est cool, mais tu sais, vous n'êtes pas Barack Obama, tu sais. C'est pas ça qu'il disait, là, mais tu sais, c'était un peu comme, ah, puis tu sais, on disait, ouais, mais il y a quelque chose qui se passe, tu sais, dans notre milieu, puis on pense que c'est possible, tu sais. Finalement, on a vendu 10 000 livres en précommande, puis les Éditions de l'Homme, ils ont 80 ans, puis le record absolu, c'était 5000 livres. Fait que là, c'est comme, ça n'a Ouais. rien à voir.
C'est vraiment super. Mais ça, c'est juste un signe qu'en fait, il y a quelque chose qui se passe, là, puis que puis que c'est fort, là. Pour moi, c'est juste ça, là, le message qui sort de la précommande de ce livre-là. C'est une belle, victoire et ça me permet de faire la transition sur, les Victory Gardens, les jardins de la victoire, où justement on a l'impression qu'on retrouve ce besoin de souveraineté, alimentaire. Ben oui, bon, je suis pas le plus grand, connaisseur des Jardins de la Victoire, mais ce que j'en sais, c'est que pendant les 2 grandes guerres, la 1re et la deuxième, pour différentes raisons, notamment, les efforts gouvernementaux pour, restreindre pas restreindre, mais pour faire en sorte que toute la production alimentaire des pays qui contribuaient à l'effort de guerre, ben, elle soit ciblée pour l'effort de guerre justement. Donc, il y avait de la rationalisation, puis au final, ben, les citoyens, citoyennes se sont réappropriés, en fait, le pouvoir de cultiver des aliments pour se nourrir et nourrir les communautés aux alentours. Donc, il y a eu des centaines de milliers de jardins potagers qui ont été créés de toutes les échelles, tous les formats, un peu partout, puis ils appelaient ça les jardins de la victoire. Puis, ce concept-là a duré pendant presque 40 ans. Ouais, puis c'est Puis incroyable parce que j'ai réouvert, la table des matières, d'un des feuillets qui était, envoyé pendant cette période, c'était comme Victory Garden Secrets et ça ressemble incroyablement à votre, table des matières. ah ouais! Ah ouais, c'est vraiment impressionnant, le sol, la fertilisation, et cetera. Mais, en tout cas, je pense que le mouvement, c'est le même. C'est l'idée de se réapproprier ce que la terre peut nous offrir quand on la comprend un petit peu et collabore avec elle. Et je trouve que ce mouvement nourricier, maintenant, on n'a plus le gouvernement. C'est pour ça que je t'emmenais un petit peu sur cette notion d'entrepreneuriat, parce Mmh. qu'on a besoin de se réapproprier aussi en tant que collectif. Comment arriver à cette souveraineté alimentaire qui était vitale à l'époque? Ben oui, puis je pense que l'action, tu sais, être dans l'action, faire quelque chose, ça c'est qui fait du sens puis qui contribue là, d'une certaine façon, mais ça fait tellement du bien. Tu sais, c'est que j'ai l'impression qu'avec l'abondance ou la surabondance de messages, de communications qu'on reçoit, même notre exposition, aux nouvelles ou à l'actualité qui, bon, ces temps-ci, c'est vraiment dramatique. Ça nous, fait sentir, sans moyens. Tu sais, ça nous fait sentir un peu: «Ah, tu sais, qu'est-ce que moi je fais ou qu'est-ce que je peux faire?» ou tu sais. Puis, ben, l'exemple des Victory Gardens, c'est un peu ça aussi à l'époque, là, tu sais, c'est comme, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, finalement, ben, on peut produire de la nourriture, là, tu sais, pour nourrir nos familles, nourrir les gens autour de nous. Le fait de Ah ouais, tout à s'empowerer de fait. ça, tu sais, de vraiment faire quelque chose qui est concret, puis qui nous fait du bien, tu sais. Il y a tellement de raisons pour jardiner, là, mais on n'a pas besoin de les énumérer, là. Mais si vous jardinez, vous savez comment que ça fait du bien, là, mais On a parlé de la puissance du doute au service, des bonnes finalités, comme se dépasser, pour réussir. Puis, je trouve aussi que la puissance de l'action que vous mettez, très bien en avant, elle est super utile pour, rester en forme et plutôt, s'illustrer des victoires qu'autre chose, que d'y mmh. réfléchir et de sombrer dans des mauvais recoins. Je te propose maintenant de passer sur ce qui fait votre, la réussite du livre, mais aussi la qualité pédagogique de ce que vous amenez. C'est un peu les piliers de c'est quoi en fait votre méthode? Ben, Vincent et moi, on provient du milieu maraîcher. Donc, on a, cultivé, sur des fermes maraîchères de petite surface qui, parfois, sont nommées, le modèle ou le système. On appelle ça le bio-intensif. En France, ils appellent ça la méthode Fortier parce que c'est Jean-Martin Fortier qui a mis ça de l'avant ou qui l'a popularisé grandement avec son livre Le jardinier maraîcher. Puis notre méthode, elle s'inspire directement de la production maraîchère sur petite surface. Puis en fait, ça, c'est vraiment la genèse de l'Académie potagère, là. C'était de prendre les techniques maraîchères sur petite surface, puis d'en faire une adaptation pour le potager familial. Donc, garder ce qui est utilisable, laisser tomber ce qui ne l'est pas, puis adapter ce qui peut être adaptable. Puis, tu sais, ce processus-là, ben, ça fait 6 ans qu'on le fait, puis, c'est sûr que dans les premières années, c'est là où il y a eu le plus d'adaptation puis de changement, mais aujourd'hui, c'est pas mal stable. Puis aussi, à force d'échanger avec les jardiniers, on peut voir comme
qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Fait que notre méthode, ce qui est vraiment particulier, ou de la manière qu'elle est spéciale ou différente de d'autres, c'est qu'elle provient directement d'un milieu où l'objectif, c'est de nourrir des communautés, c'est de nourrir des centaines de familles. Donc, l'objectif est assez clair, c'est de récolter des légumes. Puis on va comme tout mettre en œuvre pour faire en sorte que, de façon le plus simplement possible, avec des petites surfaces, avec le moins de temps investi possible, on puisse récolter le maximum de légumes. Pour moi, l'objectif, c'est prioritaire. Tu sais, c'est la première chose à définir. Puis ça, c'est l'objectif de notre méthode. Puis comment on s'y rend? Ben là, ça, c'est la table des matières de notre livre. Mais puis c'est pas une histoire de performance, hein? Juste, c'est important de le rappeler, là. C'est pas comme avoir beaucoup de légumes parce qu'il faut avoir plus de légumes que son voisin. Non, c'est pas ça, là. C'est plus, elle est basée sur différentes choses, sur d'abord une bonne gestion de l'espace, une bonne utilisation de l'espace, parce que les jardins potagers familiaux, bien souvent, ben, on est limité dans l'espace qu'on a de disponible. Il y a des gens qui cultivent en ville, il y a des gens qui cultivent en banlieue avec des petits terrains. Même à la campagne, il faut faire attention avec l'espace parce que même si on a 2 acres de disponibles, c'est pas dit que c'est la meilleure option de le cultiver au complet. Mais l'espace, c'est quelque chose qui est important à bien utiliser. Puis donc, un des piliers, c'est la bonne utilisation de l'espace à travers un design, une organisation de cet espace-là qui permet une utilisation maximale. Comme on voit à l'écran, ça, c'est un design qu'on appelle en planche permanente. Donc ça, c'est un des piliers, tu sais, d'organiser notre potager. C'est un peu comme organiser sa maison. Tu sais, c'est plus facile à circuler quand les meubles sont organisés d'une certaine façon. Mais si on met le divan de travers dans le corridor, tout d'un coup, c'est un peu fatigant. Tu sais, c'est plus dur à se déplacer. Donc, tu sais, bien organiser les choses, c'est quelque chose qu'on fait une fois, en tout cas dans notre potager, puis ça nous aide à avoir plus de récoltes, des plantes en meilleure santé, un sol en meilleure santé, plus de facilité à se mouvoir, là, à se déplacer dans le potager. Bref, un des piliers, c'est la bonne utilisation de l'espace. Puis un autre des piliers, c'est l'utilisation d'outils manuels performants. Tu sais. Un des problèmes qu'on a, ou une des choses que j'entends souvent, là, c'est que dans le jardinage, il faut faire beaucoup de désherbage à genoux. Des fois, j'entends, ouais, je suis plus capable de me pencher autant qu'avant, tu sais, c'est dur sur mon dos, etc. Puis, moi, j'ai souvenir en maraîchage qu'on n'était vraiment pas si souvent que ça penché. On travaillait debout le plus souvent possible parce que comme notre corps, c'est notre outil principal, ben, il faut faire attention à notre corps. Si on veut être maraîcher pendant des décennies, ben, il faut faire attention. Donc, finalement, ben, j'en ai derrière moi, c'est drôle, mais l'idée, c'est de rester debout le plus souvent possible quand on jardine en pleine terre. Donc, d'utiliser un outil comme une binette, par exemple, que j'ai juste ici, qui nous permet de rester debout, accomplir beaucoup de désherbage sans jamais avoir à se pencher. Donc, on veut faire des gestes qui sont bien choisis, qui nous font sauver du temps, puis qui nous permettent à terme d'avoir des meilleures récoltes. Je ne sais pas si je m'évade un peu, là. À la limite, j'en illustre un parce que j'ai une anecdote là-dessus. Mais moi, maintenant, là, tous mes tupperwares à la maison ou même les pots de yaourt que je récupère tout le temps la même marque. Tous les autres, je les flush pour standardiser. Mhm. Et je Oui. pense souvent à toi parce que c'est vous qui m'avez apporté cette appréciation du mot et donc du geste. C'est vraiment d'avoir un maximum de choses. Genre, je sais combien je vais en mettre dans mon armoire. Je sais exactement dans mes planches comment elles vont être séparées. Alors, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais ça, j'ai trouvé que ça amenait beaucoup d'efficience. Ben, absolument. La standardisation, c'est une manière de simplifier notre potager, de simplifier ce qu'on a à faire. Donc, quand je parlais d'un design, ben, tu sais, on veut un design qui est standard, là, tu sais, c'est comme un pattern qui se répète, qui est toujours le même. Ça aide beaucoup. Après ça, quand on choisit des espacements entre nos cultures, il y a des espacements qui sont. Ben, on a une charte d'espacement dans le livre, justement, mais en utilisant des espacements qui sont appropriés pour chaque plante, mais qui sont relativement standards, ben, au final, on peut passer des outils, comme là, ici, la binette qui est derrière moi, ceux et celles qui l'écoutent en vidéo. Si vous l'écoutez audio, vous irez voir sur la vidéo. Mais il y a une binette ici, comme vous voyez, elle a une certaine largeur. Mais si la binette est faite 10 cm, puis que, règle générale, il y a souvent 15 cm entre mes cultures, et tout d'un coup, avec un seul passage de binette, je passe directement entre mes cultures,
Puis quand ils sont plantés bien droits, ben là, tout d'un coup, je peux marcher puis passer la binette vraiment en douceur, tout simplement, tu sais. Mmh. Puis c'est toutes des petites choses qui s'accumulent au final, puis qui font en sorte que quand on va au potager puis qu'on a 5 minutes, 10 minutes, ben, on peut couvrir beaucoup de surface, on peut faire plein de choses sans courir, tu sais. Pour moi, faciliter le jardinage, ça n'a rien à voir avec la vitesse, ça a juste rapport avec, l'efficacité, tu sais. L'efficacité puis la vitesse, c'est 2 choses. Moi, je cours pas dans mon potager. Moi, je marche, là, puis, j'écoute les Tu oiseaux. profites Inquiétez-vous même, pas avec ouais, ça. ouais. Ah oui, oui, oui. Mais c'est bien plus facile d'écouter les oiseaux quand, je suis pas en train de me concentrer parce que là, il faut que je fasse attention parce qu'il faut que je tourne en rond autour de mes laitues pour pas couper le collet, tu sais? C'est comme ils sont tous plantés droit, fait que moi, j'avance en ligne droite, puis je me dis: «Ah, quel genre d'oiseau?» Tu sais, je peux aussi m'émerveiller en même temps que je Mmh, passe ma mmh mh. binette, là. Mais c'est vrai, puis moi, l'antithèse, c'est que mes premières cultures d'ail, comme c'était trop serré, bah, la binette, elle passait plus. Puis là, je Ouais. commence à me dire: «Ah, comment je vais m'en sortir? Est-ce que je laisse les mauvaises herbes? Est-ce qu'il va y avoir, de la compétition?» et cetera. Fait que c'est vraiment une bonne illustration de toute la richesse de votre livre parce qu'il y a tellement de piliers, là, tu en as nommé quelques-uns, mais ils s'interconnectent tous au final. Ben La oui. charte des espacements s'interconnecte, mais tout n'est pas dit, mais tout est réfléchi. Ben ça, c'est en fait puis c'est là où est-ce que, au final, ça, c'est vraiment un héritage du monde maraîcher. Puis nous, notre plus grand rôle, ça a été vraiment de faire le pont. Parce qu'au final, cette cohérence-là, ce lien entre chacun des éléments-là, on ne les a pas inventés, on les a empruntés. Puis si vous allez sur des fermes maraîchères sur petite surface, vous pourrez avoir, maintenant que vous avez élu le potager abondant, vous pourrez avoir la conversation là, avec votre Mmh. fermière de famille, dans le sens qu'ils ne s'improvisent pas pour arriver à faire des beaux brocolis puis des belles carottes. Ils savent c'est quoi l'espacement entre leurs rangs. Ils gardent le même espacement entre leurs rangs tout le temps. Puis ils prennent des espacements qui sont standards pour passer leurs outils manuels, etc. Donc, cette cohérence-là, elle provient du milieu maraîcher. Puis c'est un peu ça qu'on avait envie de ramener au potager parce que, à notre avis, c'est la meilleure manière d'avoir plus de constance dans nos récoltes, année après année, d'avoir des meilleures récoltes sur des petites surfaces, puis d'avoir moins de charge mentale, que ce soit plus simple, plus agréable, c'est d'adopter quelque chose de cohérent du début à l'autre de la saison, une certaine méthode où tous les éléments sont liés entre eux, puis qui viennent qu'à simplifier, puis à rendre notre potager plus abondant. Et c'est super que tu aies pris le temps de nous parler de plaisir au potager parce que c'est vrai que le mot abondant, tu as amené un synonyme, qui n'en est pas un, qui pourrait être performance. Mais un jour, heu, tu m'as fait prendre l'importance d'apprécier ses récoltes et quand on n'en a pas, on a quand même peu de plaisir, voire, peut-être pas des regrets, mais en tout cas, on se demande, ce qui a mal été. Et je voudrais juste que tu nous parles de justement l'émerveillement chez vous. Moi, je pense que c'est à toutes les étapes, l'émerveillement. C'est sûr qu'à la récolte, mais je pense que c'est comme il y a des jalons d'émerveillement, tu sais. Il y a plein de périodes. Moi, après avoir, planté, toutes mes tomates, mes plants de tomates, quand je me retourne puis je les regarde, tu sais, c'en est un moment d'émerveillement, tu sais, c'est comme: «Waouh, c'est génial», moi, je prends beaucoup Mmh. de plaisir dans le fait de faire des choses, tu sais, de de regarder derrière puis voir le progrès ou, tu sais, l'accomplissement, la chose qui est faite. Mais c'est sûr que l'émerveillement, ça vient dans la récolte certainement, tu sais, c'est dur à battre là, le premier concombre qu'on récolte, dans la saison, la première salade qu'on se fait, qui provient intégralement de notre potager au début de l'été, la première tomate, la première tomate cerise, tu sais, les premières récoltes là, ça c'est incroyable. Ça, c'est génial. Puis, mais ça, c'est une des meilleures manières d'apprécier la saisonnalité, tu sais, d'avoir hâte aux concombres, là, tu sais. Je veux dire, on peut pas avoir plus hâte de récolter notre premier concombre quand on n'en a pas mangé de l'hiver ou parce qu'on les attendait. En fait, pour moi, l'émerveillement est plus facile à vivre quand le potager n'est pas source de stress, puis n'est pas source d'angoisse, tu sais. Puis que le potager est une source de sérénité. Tu sais, comme quand on sent de la sérénité quand on va dans notre jardin, c'est plus facile d'avoir de la place pour l'émerveillement. Parce que là, on n'a pas un pincement, tu sais, on arrive puis c'est comme un genre de sentiment de perte de contrôle, là, tu sais, «Ouh, j'ai tellement de choses à faire» ou
Puis, notre, pour moi, la méthode, ce qui permet, puis je dis la méthode, là, tu sais, nous, on propose une méthode, mais il en existe d'autres méthodes. Ce n'est pas la seule. Tu sais. Mais pour moi, suivre une méthode, c'est se permettre de vivre plus de sérénité. C'est d'avoir moins, moins de questionnements à avoir à chaque étape, à chaque minute. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Mhm. Est-ce qu'il faudrait que je suive cette nouvelle technique que j'ai vue sur TikTok? On se laisse un peu influencer là, par plein de choses qu'on voit. Puis moi, je pense que la sérénité, c'est d'avoir à se poser peut-être moins de questions à toutes les fois qu'on va au potager, d'arriver, d'avoir 5 minutes, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, puis d'être bien calme avec ça. Puis tout d'un coup, là, on peut plus l'apprécier, là, le chant de l'oiseau qui passe, puis observer la première fleur dans notre plant de tomates, puis faire comme «Wow, tu sais, c'est génial!» Puis de voir, comme on voit dans les commentaires, là, tu sais, de voir l'émergence des plantes, les semis qui poussent. Puis l'impression de comprendre, là, je trouve que ce côté systémique que vous abordez, il nous permet de beaucoup mieux comprendre les choses. Je taille, je fertilise. Enfin, moi, en tout cas, je viens d'un monde assez citadin et intellectuel où ma jouissance, c'était de réfléchir, mais de manière complètement immatérielle. Puis, en fait, il y avait un côté fatigant à ça. Puis, à travers le jardinage et des formations comme les vôtres, tu sais, j'ai retrouvé les joies de comprendre la nature. Mm. Et ça, je trouvais que c'était vraiment une révélation que j'allais pouvoir m'amuser pour plusieurs décennies à faire du jardinage et qui plus est être entrepreneur dans le milieu. Mais ouais, comme on le voit dans les commentaires, chacun a ses petits points de faiblesse, là. Ah ben c'est sûr. Puis tu sais, le potager, tu sais, on peut rapidement faire 40 légumes dans son jardin potager, ça va vite. Là. Je faisais la liste hier, là, puis c'est comme, ouais, il y en a pas, il Mhm. y en a plusieurs. Puis chacun d'entre eux, tu sais, a ses particularités, a ses petites nuances. Puis justement, comme tu dis, tu sais, d'apprendre à les connaître, ça aussi, ça fait partie de l'émerveillement, je crois, là, de comprendre mieux. Si vous demandez à des gens qui jardinent depuis tellement longtemps, si vous demandez à Yves Gagnon, est-ce qu'il apprend encore chaque saison, puis il va vous dire énormément, là, tu sais, on apprend tout le temps. Fait que moi, je m'émerveille beaucoup ces temps-ci, en tout cas les dernières années, sur apprendre à connaître les insectes ravageurs, bien malheureusement, là, qui sont ravageurs, mais en même temps, c'est important d'apprendre à les connaître parce qu'ils font partie de l'écosystème. Puis j'aime bien m'émerveiller, d'apprendre à les connaître, pas m'émerveiller de les voir en nombre faramineux, mais juste d'apprendre à les connaître, ça m'émerveille pas mal. Tu nommes ça, et c'est un chapitre dans votre livre. On avait commencé à nommer un peu les piliers de toute votre méthode et donc contenu dans le livre. On pourrait juste les enchaîner un petit peu parce que je voudrais montrer la richesse qui se trouve dans ce livre, parce que il y a beaucoup plus que la standardisation, la méthode de densité. Vous avez des chapitres sur quasiment, pas tout là, mais Ben, on l'a divisé en 3 grandes parties. D'abord, c'est de la ferme au jardin potager, puis c'est là où on retrouve vraiment les grands piliers de notre méthode, comme je disais, le design, même l'espacement entre les plantes, la densité, puis la vision d'ensemble, chapitre 3, qui est en passant mon chapitre préféré, mais bon, vous le lirez j'allais te si vous demander, voulez. ouais, tu nous vois pourquoi, ouais. Puis, ça, c'est comme les bases, donc vraiment les fondations, là, un peu comme si on se dit, le potager, c'est comme construire une maison. Mais le chapitre 1, c'est faire une fondation qui est solide sur laquelle on va bâtir les murs. Tu sais. Donc, d'abord, ouvrir une nouvelle parcelle. Donc, on part de rien, de gazon, puis, ou bien même que ce soit avec des bacs. Donc, comment est-ce qu'on ouvre une nouvelle parcelle? Le choix de l'emplacement, les techniques pour ouvrir le potager. On parle même de dimensions aussi, tu sais, choisir des bonnes dimensions en fonction de nos objectifs. Ensuite, on parle de planification du potager parce que la planification, c'est essentiel pour moi. Justement, là, on, si on veut faire une belle maison en autoconstruction, c'est le fun d'avoir un plan, tu sais, de savoir un peu où on s'en va, parce que si on veut avoir une belle pièce lumineuse à la fin, ben, il faut avoir dessiné le plan au sol. Pour moi, c'est un grand facteur de succès. Puis on en a fait un chapitre, comme quels légumes choisir, comment choisir les bonnes quantités, faire un plan, choisir les bonnes dates en fonction de la région où on jardine, euh, la planification du potager. Après ça, on parle de préparation de sol. Donc là, l'ouverture de la nouvelle parcelle, c'est une chose, mais ça, c'est quand on ouvre une nouvelle parcelle. Mais la préparation de sol, ça, c'est à faire à chaque année.
Puis bon, les degrés, là, ça va varier en fonction de l'âge de notre potager, tu sais, combien d'efforts il faut y mettre, puis qu'est-ce qu'on doit y faire. Ensuite, on passe à nourrir le sol et les plantes. Donc là, on parle de gestion de la fertilité du sol, quelque chose de fondamental. Nos plantes, elles ont besoin de nos plantes potagères, là, c'est pas des arbres, hein. Tu sais, des fois, j'entends des choses qui sont comme: «Oui, mais tu sais, dans la nature, personne va, mettre du compost au pied des arbres». Puis je lui dis: «Oui, mais dans la nature, avez-vous déjà vu un plant de tomate?» En fait non. Tu sais, un plant de tomate, c'est pas un pain blanc, tu sais, c'est-à-dire que on est commence à être pas mal loin, là, de la plante, originale, tu sais. Elle a été vraiment sélectionnée longtemps, longtemps, là, par, les êtres humains et donc ils ont besoin de notre apport. Ils ont besoin de notre soutien, puis on a besoin de les nourrir suffisamment. Puis donc, le chapitre 7, ça parle de ça, la fertilité du sol, comment nourrir le sol pour que le sol nourrisse les plantes. Important. Donc, tu sais, on est quand même dans une certaine chronologie. On prépare le sol, on nourrit le sol. Après ça, la transplantation et les semis directs, chapitre 8. Donc là, maintenant que le sol est préparé, qui est bien nourri, comment est-ce qu'on fait nos transplantations? On peut penser que c'est super simple, que tout le monde sait comment planter ça, un plant de tomate, on a juste besoin de faire un trou puis le planter. Mais il y a quand même des petites nuances, là. Il y a des choses importantes à faire pour que le plant se développe puis qu'il soit en super bonne santé. Même chose avec les semis directs. Si vous avez de la difficulté avec vos semis de carottes, puis que vous avez de la difficulté à les voir germer, le chapitre 8, c'est pour vous. Puis ensuite, bon, une fois qu'ils sont plantés, là, on passe aux entretiens parce que, bon, il faut s'en occuper de ces petites bêtes-là. Donc, on a la gestion des mauvaises herbes, les adventices aussi, communément appelés les adventices, parce qu'une herbe n'est pas mauvaise en soi, on le sait. C'est juste, on voulait que ce soit simple pour la compréhension, mais bref, la gestion des mauvaises herbes, comment gérer les mauvaises herbes de façon simple, de façon efficace, pour ne pas avoir à toujours le faire à genoux, pour ne pas toujours avoir à le faire pencher. À quel moment? Ça, À c'était quel important. moment, à quel moment on a le plus d'impact? Si vous avez déjà fait vos semis intérieurs, vous savez à quel point vos plantules, elles sont vulnérables quand elles viennent juste de germer. Si vous oubliez de les arroser, quand elles sont toutes petites, là, elles peuvent sécher, mourir assez rapidement. C'est la même chose avec les mauvaises herbes. Vos mauvaises herbes, en tout cas, les mauvaises herbes, les adventices, quand elles sont en germination, sont super vulnérables. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut les gérer, pas alors qu'elles ont un gros système racinaire puis qu'elles font 30 cm de hauteur. C'est plus dur. Donc, la gestion des mauvaises herbes, l'arrosage, donc comment arroser efficacement puis arroser suffisamment au bon moment. Le tutorage et la taille pour les plantes qui en ont besoin, les plantes tomates, les plantes poivrons, aubergines, les haricots même. Tous ceux qui ont besoin d'un support. Les insectes, les autres ravageurs, protection contre les insectes ravageurs. Hein, si vous jardinez, vous savez, hein, il y en a. Puis il y en a de plus en plus, malheureusement. Avec le climat qui se réchauffe, il y en a qui migrent là, des États-Unis jusqu'ici. Donc, apprendre à connaître des nouveaux insectes ravageurs, puis se prémunir contre leurs dommages, ça va être une thématique. C'est pas une thématique qui est sur le point de s'arrêter, en fait. Il faudra continuer d'être curieux, puis en même temps solidaire, hein, parce qu'il y a des régions pour lesquelles ces insectes-là vont arriver d'abord. Puis là, ils vont pouvoir apprendre à les connaître. Malheureusement, ça va être comme les pionniers. Ensuite, ils vont pouvoir l'enseigner à ceux qui sont dans les régions plus nordiques, qui vont avoir un petit 3-4 ans là, avant que les insectes arrivent. Puis là, après ça, le savoir va se passer. On pense aux insectes quand on parle de flux migratoires, mais est-ce que c'est vrai aussi pour certaines maladies comme le mildiou? C'est une bonne question. Les maladies, c'est vraiment plus dur à les identifier. Bien souvent, les agronomes, quand ils viennent faire des visites de ferme, ils vont devoir prendre des échantillons même, puis les identifier en laboratoire Ouais. pour être certain de la Ouais, ouais. souche. Donc, en effet, comme tu dis, tu peux avoir tes tours de contrôle, tes voisins à quelques centaines de kilomètres qui t'envoient un Oui, message, attention, il y a tel insecte qui arrive. Ça, c'est drôle aussi pour illustrer ce qu'on pourrait faire si on connecte un peu plus les jardiniers. ben exactement. Mm. C'est pour ça qu'il faut avoir des endroits pour se rassembler puis échanger. C'est vraiment précieux. Mhm. Puis pas oublier les ponts avec les maraîchers parce que les maraîchers, ils sont encore plus sérieux sur la gestion des insectes ravageurs. Puis sont entourés d'agronomes. Puis là, finalement, donc c'est important de garder le canal ouvert entre le milieu des professionnels puis le milieu des amateurs ou des particuliers. D'ailleurs, un Beaucoup de petit clin transparence. d'œil à Ghislain que vous avez nommé dans le livre et son site Wiki Maraîcher. Oui, Si, absolument. si le monde veut aller voir, c'est une ressource plutôt axée maraîcher, mais qui est publique. Oui. Ben, c'est l'idée de créer comme un Wikipédia du Mhm. maraîchage en open source, puis accessible à tous et à toutes.
vraiment un travail monumental. Je vais accélérer pour le reste des chapitres, Ouais, mais vas-y. finalement, le dernier chapitre de cette partie-là, de la construction de la maison, c'est la récolte puis la conservation des légumes. Puis, parce que souvent, on néglige un peu la récolte. On se dit, une fois que je vais être rendu à la récolte, je vais exactement savoir quoi faire, mais la récolte, en fait, si on veut préserver la qualité de nos aliments, c'est fondamental. Puis, dans le milieu maraîcher, une fois que les récoltes arrivent, sur 5 jours, bien souvent 2 jours par semaine sont entièrement dédiés à la récolte. 2 jours sur 5, là, c'est 40% du temps d'une équipe, là, c'est monumental. Et donc, les techniques de récolte et de lavage et d'entreposage et de refroidissement du légume, c'est Mhm. ça qui fait en sorte que quand vous arrivez au marché fermier, vos laitues sont encore fraîches et croquantes, puis qu'ils sont magnifiques. Il y a beaucoup de savoir-faire derrière ça. Puis moi, ce que je veux, c'est que tous les gens qui jardinent puis qui récoltent des légumes ou qui en ont dans leur potager, ben, qu'ils puissent les manger alors qu'ils sont à leur... Ils sont magnifiques, tu sais. Une récolte qui est récoltée puis qui flétrit avant même qu'on ait eu le temps de la manger, c'est triste quand même. Mais c'est pour ça, il faut avoir une bonne stratégie quand on vient les récolter, nos laitues. Puis c'est ça qu'on aborde dans le Ok. chapitre 13. Puis finalement, la dernière partie, vers plus d'autonomie légumière, bien ça, c'est des chapitres qu'on considère qui sont pertinents quand on veut aller plus loin. Quand on a déjà construit la maison, puis que là, on va faire une annexe. Je prends encore la grille de la maison. Mais puis c'est pour ça que les semis intérieurs se retrouvent dans la partie vers plus d'autonomie légumière. C'est qu'à mon avis, on peut faire un jardin magnifique pendant des années sans jamais faire ses propres semis intérieurs. On peut les acheter en centre jardin. Puis, éventuellement, quand on est prêt, on peut se lancer puis faire des semis à l'intérieur de la maison. Mais pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire pour avoir un beau potager. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis dans cette partie-là. Puis ensuite, l'extension de saison, si on veut étirer la saison de part et d'autre au printemps et à l'automne. Et puis, on a mis des conseils sur 12 cultures qu'on apprécie beaucoup dans cette partie-là également. Donc, ça fait un peu le Et- tour du livre. Yes, merci. Et je te trouve super humble, mais vraiment dans chaque chapitre, il y a une profondeur inégalée, notamment à travers vos QR codes. Ou par exemple, ça parle de densité, un QR code, et tout à l'heure, tu parlais que vous avez couplé votre livre avec une vidéo accélérateur. Mais le livre, il a aussi d'autres frontières qui sont abattues comparé à un livre traditionnel où on a l'impression d'être connecté à vos autres ressources. Merci de le souligner, là, c'est quelque chose qu'on voulait faire aussi, utiliser des outils numériques d'actualité, là, du moins qui sont modernes, puis les intégrer à notre livre. Puis, puis à mon avis, c'est juste une manière d'aider les gens à l'utiliser encore plus, le livre. Puis, donc, on a mis des ressources à certains endroits, des ressources supplémentaires qui se téléchargent gratuitement, mais qui viennent accompagner le livre, qui permettent d'aller encore un petit peu plus loin, qui sont Mhm. imprimables, qu'on peut apporter avec nous au potager. Donc, c'est toujours les outils dans le jardin, on pense qu'il faut que ce soit automatiquement comme physique et avec du bois ou du métal, là, comme qu'est-ce que j'ai derrière moi. Mais pour moi, il y a plein d'outils qui nous aident au jardin qui peuvent être tout simplement une feuille de papier, une bonne vieille feuille Mhm. de papier avec un tableau. Puis, moi, ici, je les ai toutes mes fiches là, à côté de mon jardin. Là, celles-là, par contre, je les ai plastifiées pour pas qu'ils soient tout le temps tachés. Mais les fiches qu'on offre là-dedans, c'est les fiches qu'on utilise, puis que j'utilise chaque saison, là. Des fois, j'ai besoin d'un L'ast- rappel, moi aussi. L'astuce pour l'angle droit avec la corde est pas mal Oui, aussi. Ça, je l'avais oublié. Pourtant, j'ai fait une école d'ingénieur, mais j'avais oublié celle-là. ah oui, si on veut que le jardin soit bien droit, là, quand on fait des grandes surfaces, là, ça aide beaucoup, là. Et Dany, tu as vécu déjà 3 engouements. Ta contribution à l'émission C'est plus qu'un jardin, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est vraiment agréable. C'est la seule série télé que j'ai regardée au complet avec ma fille de 5 ans. Le reste, on essaie d'éviter la télé, mais celle-là, ça a été une tradition pendant longtemps. Ensuite, bah, des formations en ligne qui ont vécu un magnifique succès bien mérité également. Et maintenant, le livre. Est-ce que tu vas avoir le syndrome de la réussite et avoir du mal à trouver un quatrième chapitre, ou tu as déjà en tête un prochain projet? Eh bien, seul l'avenir nous le dira. Tu sais, à l'académie, on ne dit pas oui à tout. Tu
sais, on fait pas toutes les choses qui sont possibles de faire. On a tendance à même plus souvent dire non que dire oui. Mais par contre, quand on dit oui puis qu'on décide de faire un projet, on le fait avec toute notre énergie, tu sais, avec toute notre énergie, tout notre cœur, puis on s'assure que ce soit de la plus haute qualité. Puis, donc on prend pas des décisions à la légère pour des projets, structurants, là, tu sais, des projets importants. D'ailleurs, le livre, tu sais, la 1re année où on a fondé l'Académie potagère, on s'est fait contacter pour écrire un livre. Puis, c'était super flatteur, puis en même temps, c'était vraiment prématuré. On n'était pas prêt pour ça, puis on l'a repoussé, puis finalement, on l'a repoussé pendant 4 ans. Mais Ah quand on ouais. l'a décidé de le faire, on était prêt, tu sais. Puis là, Mmh mh. c'est ça que ça donne. Voilà, fait que je pourrais pas répondre à ta question, c'est quoi le prochain gros projet? Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va en avoir un, ça c'est sûr. C'est vraiment inspirant cet, art de dire non et poliment souvent dans votre cas, parce que c'est aussi ce qui fait un bon jardin, c'est de savoir ce qu'on veut faire et ce qu'on veut pas faire là. Mmh. Et puis tu sais, j'ai commencé en parlant d'entrepreneuriat et je trouve que l'art entrepreneurial que vous démontrez, il est vraiment inspirant. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui ont des enfants ou autres connaissances qui cherchent à se lancer dans l'entrepreneuriat, je trouve que l'académie, c'est vraiment un projet à observer. Puis, si possible, qu'ils le fassent dans le monde du jardinage domestique. Parce que mine de rien, c'est pas non plus un milieu qui foisonne de nouveautés, de sang frais et d'innovation. Enfin, maintenant, je pense que c'est aussi ça qui explique votre réussite. Tu vois. Et la fin de votre livre, les toutes dernières pages, il a un beau message sur le thème de l'écosystème. Oui, Au sens oui. où justement, je trouve que la Fête des semences de Québec, cette année, elle commençait à écrire une nouvelle fibre, ou du moins l'officialisation qu'on est un écosystème vivant entre intervenants et que on essaie tous de s'entraider ou de s'inspirer à notre manière. Ben, tellement, tellement, puis c'est tellement précieux. En fait, l'ouverture, l'idée, tu sais, moi, j'ai envie que tout le monde se rappelle que le potager qu'on qu'on fait, il y a un impact qui va bien au-delà de notre cour arrière, tu sais. Il il s'inscrit dans quelque chose de plus grand que nous, à chaque fois que quelqu'un vient, puis qui vient le regarder, qu'on offre une récolte, qu'on offre une carotte, qu'on arrive chez quelqu'un, qu'on offre une tomate à quelqu'un. Des fois, ça, on le sait pas, là, mais il y a des semences qui prennent plus de temps que d'autres à germer, mais tu sais, il y a beaucoup on répand beaucoup de semences autour de nous en faisant un jardin potager. Quand il y a des enfants qui sont impliqués encore, là, c'est un autre niveau encore. Puis je pense que ça, c'est vrai aussi à travers tous les acteurs dans le milieu du jardinage. C'est vous avec la main verte, toutes les personnes qui parlent de jardinage, les semenciers, les semencières, les gens qui font des outils, des équipements pour les jardiniers, les jardinières, les gens qui, tu sais, je pense à Mélodie qui était l'organisatrice Organisation. de la Fête des semences de Québec, un travail monumental. Toutes les personnes qui œuvrent dans le milieu, tu sais, on fait toutes partie du même écosystème. Je pense que des fois, j'aime ça nous voir comme dans un grand bateau, les anciens bateaux là, des Vikings, là, tu sais, qui rament là, avec des grosses rames. Là, on a toute notre rame, tu sais, puis on rame tout dans le même sens. Mais avoir un potager, c'est ramer aussi. Tu sais, c'est-à-dire que on est dans le bateau. Mais j'ai envie aussi qu'on se rappelle que notre potager, étant donné qu'il y a ce pouvoir-là, ben des fois, c'est bien de l'utiliser aussi, le pouvoir. Fait que si jamais quand il y a des gens qui viennent vous visiter, il y a des enfants dans le Mhm. paquet, là, dans la famille, puis que vous avez un bon lien avec l'enfant, mais tu sais, un petit tour au potager, là, des fois, ça peut laisser des traces plus grandes que vous pensez. S'il y a des carottes à récolter, c'est un grand classique, là, mais tu sais, faire découvrir à un enfant l'émerveillement, on parlait d'émerveillement tout à l'heure, mais l'émerveillement de récolter une carotte, puis quand c'est la première, tu sais, je veux dire, tout le monde se souvient de sa première carotte là, qu'on a récoltée. C'est des moments vraiment magnifiques. Avec votre potager, il y a ce pouvoir-là. Puis, entre autres, tu sais, mais ne l'oublions pas, tu sais. Gardons ça en tête. C'est drôle ton exemple de carotte parce que Mathieu Oxon, donc le fils de Larry qui est éditeur du Jardinier paresseux, c'est son souvenir. Et quand on voit l'énergie qu'il déploie, et il avait 3 ans, je pense, et un de ses premiers souvenirs d'enfance, c'était ça.
Et quand on voit l'énergie qu'il déploie aujourd'hui, plus de 50 ans après pour, maintenir le jardinier paresseux, bah, ça illustre très bien ce que tu dis, ouais. Ah, tellement, tellement. Je pense que c'est dur de comprendre mieux la valeur d'un aliment, tu sais, la valeur de quelque chose quand on essaie de le faire nous-mêmes. Puis ça, c'est un des pouvoirs aussi de notre potager, c'est de mieux comprendre la valeur d'un brocoli, tu sais, puis au-delà de son prix, là, tu sais, quand on a essayé d'en faire pousser. Et petite question, je l'espère pas indiscrète, avez-vous reçu du soutien d'une sorte d'institut public comme la MRC ou une banque? Non, non, on n'a pas eu de subvention, ou de soutien, public, Parce mais que on est ouvert. En tout cas, si à bon entendeur, s'il y en a qui ont mais des non, idées. mais moi je et la main verte, c'est pareil. D'ailleurs, on s'est pris un nombre de portes, inestimable de la part de toutes les grandes instances que vous pouvez nommer et je pense que ça met l'accent sur tous les gens qui ont acheté votre livre, formation, qui véhiculent le message que cultiver, c'est bon et à quel point ils sont importants parce qu'il y a d'autres institutions, dans la culture, par exemple, on a besoin des 2. On a besoin de la force de tout le monde pour faire vivre, un théâtre, autant, ceux qui achètent le ticket que ceux qui cofinancent, le théâtre. Mais dans notre cas, en tout cas, moi, je me suis fait dire que parce qu'on sortait les gens de l'économie aussi, on sortait les gens de la dépendance, financière, comme par hasard, les subventions sont beaucoup plus difficiles Mmh. à obtenir parce qu'on n'est pas sur des mécanismes qui ont été, dans certains cas, lobbyisés. Des subventions existent pour nourrir, ceux qui les inventent, en fait, quoi. En fait, il y a quasiment rien pour avoir un potager productif à la maison dans toutes ces subventions, quoi. Fait que Ben oui, c'est ça, c'est comme voilà, si on sort un petit peu du grand système de la consommation, puis là, tout d'un coup, ben, ça devient moins intéressant, mmh, c'est comme si ça devient pas avantageux, économiquement, à l'échelle d'un pays ou d'une province, tu sais, ouais, de de faire en financer ça. Mmh, de financer, l'autonomie, familiale ou, communautaire, mmh, des gens, tu sais, alors que, tu sais, d'une certaine façon, ça augmente la résilience, collective, tu sais, puis mmh la mh, résilience aux impacts, de l'inflation, tu sais, là, si tout d'un coup, demain matin, l'essence, double en prix, les aliments aussi tout va augmenter en prix, tu sais, encore une mmh. fois. Mais dans notre potager, tu sais, moi, dans les réfrigérateurs ici, dans mon garage, là, j'ai des légumes jusqu'au mois de juin, juillet, là. Ça amène une sensibilité qui est beaucoup moins grande aux fluctuations de prix quand on produit un peu nos légumes, tu sais. En tout cas, on arrive sur la fin, mais on parlait tout à l'heure des Victory Gardens et puis, moi, j'ai trouvé un chiffre qui disait que 42 des Québécois, en 1943, avaient un potager. Donc, j'ai pas regardé la population du Québec en 1943, mais on va dire, de moitié là, 4 millions. Bah, ça fait quand même 1 million de C'est potagers, monumental. 420 000 pour être exact, ouais. Et dans cette histoire, revisitée à 2025, bah, il y a vous qui nous écoutez et soutenez, puis il y a nous, mais je voulais juste illustrer qu'on est légèrement moins entouré et donc cette relation, elle est encore plus importante que dans d'autres secteurs d'activité ou que dans le passé. Fait que qu'est-ce qu'on souhaite au Québec 2035, Dany, pour, se laisser? Ben, moi, je souhaite, de voir, tu sais, une multiplication des jardins potagers familiaux, définitivement, tu sais, puis que, tout d'un coup, avoir un potager, ça ne soit plus, perçu comme spécial, en fait, tu sais, que ça soit vraiment, tellement la norme qu'en fait, c'est l'inverse qui est un peu spécial, tu sais, de comme: «Ah, tu sais, on en fait ah, vous faites pas de potager». Tu sais, un peu renverser, cette, cette chose-là, tu sais, ramener ça dans la culture tellement ancrée que à la limite, on les voit sur Google Earth, là, tu sais, quand on regarde les images satellites, là, tu sais, à place de voir des piscines là, à Laval, là, tout ce qu'on voit, c'est des jardins partout. Puis qu'il y ait tout d'un coup des réseaux aussi qui se créent entre les citoyens et citoyennes, encore plus d'outils de connexion, encore plus d'outils d'entraide pour qu'on puisse continuer quand même à prendre des vacances l'été, mais tout en ne négligeant pas notre potager, Mmh que mh. les différents freins là, comme ça à avoir un jardin tombent, puis qu'on s'entraide, là, les différents acteurs de l'écosystème pour faire tomber ces barrières-là, après, là, pour les gens, pour les inciter à jardiner. Puis que
collectivement, ben, on soit plus résilient à travers ces potagers familiaux. Ah, c'est sublimement dit. Merci, Dany, pour toutes ces aventures que tu nous offres. Et on invite tout le monde à continuer à vous soutenir. Merci À beaucoup, bientôt. Alex. Merci beaucoup pour l'invitation. Puis moi, je te renvoie la balle. Je suis très heureux de collaborer avec vous. Vous êtes une belle équipe. Puis je crois que c'est en équipe qu'on va pouvoir construire cette vision-là.